Je vous laisse contempler. Alors déjà, j'ai commencé par changer le titre. Parce que finalement, la question, elle est un peu plus vaste que ça. C'est pas la gestion aux urgences, c'est la gestion en urgence. Parce que ce n'est pas l'apanage des urgentistes que d'avoir à gérer des patients sous NACO dans le contexte de l'urgence. Ceci étant dit, effectivement, les urgences sont en première ligne. C'est à peu près dans un ordre chronologique les AMM qui ont été développés pour ces médicaments, en commençant par la prophylaxie thromboembolique autour de la chirurgie orthopédique, et puis la maladie veineuse thromboembolique, la fibrillation auriculaire, l'AVC, le syndrome coronaire. Et effectivement, incontestablement, ce sont des pathologies qui amènent les malades aux urgences. Et donc, mais ce sera traité après, une des choses claires, à mon sens, c'est que les urgentistes seront en première ligne face à ces molécules, mais pas seulement, et je voudrais bien que ce soit clair, pas seulement pour gérer les complications de ces molécules, mais aussi parce qu'un des intérêts de ces traitements pourrait être leur initiation dès les urgences, et c'est particulièrement intéressant de savoir que c'est ce qui conclura notre session. Néanmoins, pour ne pas marcher sur les plates-bandes de mes collègues, je vais m'intéresser aux deux premiers points. Et il y a deux aspects là-dedans. Il y a, premièrement, comment je gère le patient qui est sous NACO et qui se pointe aux urgences. Pardon, Ludovic, j'ai mis NACO sur toutes mes diapos. Je ne savais pas que tu voulais plus qu'on dise ça. Et puis, ensuite, comment je gère les complications de ces patients sous ces anticoagulants. Alors, c'est un problème suffisamment prégnant pour que l'HAS nous ait donné un certain nombre de conseils, et en particulier dans la fibrillation auriculaire, avec un certain nombre de précisions sur la place de ces molécules et la façon dont on doit les gérer. Vous allez voir, on n'est pas toujours déçu du voyage. Premier défi aux urgences, ça va être d'identifier les patients qui sont sous NACO. Et le deuxième, ça va être de savoir comment on les gère, et si on reste dans un schéma un peu classique de prescription systématique de certains bilans d'hémostase, on va se retrouver là avec un certain nombre de catastrophes. Alors, il va falloir que le personnel des urgences se familiarise avec ces molécules, et en particulier avec celles qui sont ici surlignées, qui sont déjà sur le marché. Donc, il va falloir que les infirmières à l'accueil des urgences sachent que le dabigatran, le rivaroxaban, la pixaban, pour l'instant ça va, on n'en a pas d'autres, sont le Pradaxa, le Xarelto et l'Eliquis, et que ce sont des nouveaux anticoagulants, et qu'il y a des conséquences derrière. C'est des patients qui sont anticoagulés, il faut le savoir, et ça a des conséquences sur ce qu'on va prescrire comme bilan d'hémostase. Pour le reste, les mêmes infirmières à l'accueil et le médecin qui va prendre le relais derrière devra, en cas d'hémorragie, évaluer la gravité du patient, et jusqu'à preuve du contraire, on est sur des anticoagulants, et il paraît assez logique de s'en remettre à ce qui a été publié pour les accidents liés aux AVK, et d'évaluer la gravité selon les mêmes critères. Il n'y a pas de raison de remettre en cause ces critères dans l'évaluation du patient qui se pointe aux urgences. Le deuxième point, et ça a été évoqué par Ludovic, donc je vais pouvoir passer assez vite, c'est de bien avoir conscience que la prescription aveugle, j'allais dire, des tests d'hémostase chez des patients sous NACO va nous conduire à des résultats qui seront ininterprétables, parce qu'ils vont modifier, en particulier, on a une probabilité élevée, si on a fait un TP et un TCA, d'avoir l'un, sinon les deux, qui vont être perturbés, voire très perturbés, on ne saura pas ce qu'il faut en faire. Donc on en revient au point précédent, qui est absolument capital, c'est d'identifier dès l'arrivée aux urgences, dès le premier contact, tous les patients qui sont sous NACO. Proscrire probablement l'INR, c'est pas moi qui l'invente, je vous montrerai les recommandations à la fin. Donc le temps de thrombine, on l'a vu, très sensible au dabigatran. Anti-DISA, alors oui, pour ceux qui n'ont pas compris, le DISA, on le retrouve ici, si on a oublié. Alors, je dis pas que tous les médicaments dans lesquels il y a un X et un A sont un anti-DISA, mais en tout cas, ceux-là, oui, le Xaban et le Xaban, c'est des anti-DISA. Bref, là, ce que ça nous permet surtout, c'est d'exclure l'anticoagulation chez ces patients quand ce bilan est normal, mais ça ne répond pas malheureusement à toutes les situations. La solution viendra des dosages spécifiques ou d'une évaluation spécifique de l'activité anticoagulante. Bon, ce qui est plus intéressant, sûrement, c'est d'aller regarder comment on va gérer les patients qui se présentent aux urgences pour les complications liées aux nouveaux anticoagulants. Et ce qui m'a paru important, c'est de repartir de ce qu'on connaissait. Ce qu'on connaît, c'est les AVK. Et les malades qui se pointent aux urgences pour les AVK, on connaît. On connaît, et on connaît bien. 1% de la population sous AVK,
3 à 25% d'hémorragie par an. Alors évidemment, ça dépend ce qu'on prend comme définition de l'hémorragie. 17 000 hospitalisations par an, 4 000 décès. Sur les études les plus récentes, première cause d'hospitalisation ou de passage à l'hôpital d'origine iatrogène, 37% de la iatrogénie en France. Donc les AVK, c'est déjà un problème au quotidien pour tout le monde. Et le premier de ces problèmes, c'est pas la iatrogénie qui conduit le patient aux urgences, c'est déjà le patient qui n'est vu que pour un surdosage biologique. Et je peux vous dire au SAMU que recevoir des appels des patients qui viennent de récupérer leur bilan biologique, qu'on l'INR qui n'est pas comme il l'attendrait, c'est le quotidien. C'est un problème qui n'existera plus avec les NACO. Ensuite, c'est vrai que les accidents, qu'ils soient hémorragiques ou pas, les surdosages en AVK, bénéficient aujourd'hui d'une stratégie thérapeutique qui a un double avantage. Le premier, elle est bien codifiée, puisqu'il y a des recommandations de l'HAS depuis quelques années. Et puis le deuxième, il y a un antidote. Alors ce n'est pas exactement la galénique de l'antidote que j'ai reproduite ici, mais ça, ce sont des produits qui contiennent aussi de la vitamine K, qui est forcément, logiquement, l'antidote des antivitamines K. Et je trouve que ça fait partie des recommandations qui ont changé notre pratique et qui, en tout cas, a facilité la prise en charge de ces patients, et ce n'est pas tout le temps aussi clair. Mais ce qui nous intéresse, c'est les saignements, et plus particulièrement les saignements de la tête. Alors, regardons les saignements de la tête chez le patient traumatisé. Chez le patient traumatisé, c'est clair, le fait d'être anticoagulé, symbolisé ici par un INR supérieur à 1,5, c'est 3 fois plus de mortalité chez le patient qui est traumatisé du crâne. Si on regarde un deuxième point très important, c'est que c'est particulièrement vrai chez le patient qui a un traumatisme crânien bénin. Et on voit ici, celui qui a un trauma crânien grave, de toute façon, il est grave, qu'il ait des anticoagulants ou pas, ça va pas bien se passer. Même si dans cette cohorte, ils avaient quand même vachement sélectionné parce qu'ils ont 50% de mortalité sur les traumas crâniens avec un Glasgow inférieur à 8, ce qui est quand même élevé. Mais quand on regarde, la différence la plus importante, elle se situe sur les patients qui ont le Glasgow le plus proche de la normale à 14 et 15, où il y a une différence significative entre ceux qui étaient sous AVK et ceux qui ne l'étaient pas. Et globalement, chez ces patients traumatisés, même traumatisés bénins, le fait de prendre des anticoagulants est associé à une augmentation significative du risque hémorragique. Ça, je vous rappelle, c'est les AVK. Et moi, j'ai rarement vu un tel déchaînement dans une presse non médicale sur une molécule que ce qu'on a vu avec les AVK au cours des derniers mois ou des dernières années. On vient de découvrir que les anticoagulants, ça faisait saigner. Mais les titres sont sans ambiguïté. Les nouveaux anticoagulants sont plus dangereux que les anciens. C'est le message chez France Info, tout le monde l'entend, et donc le patient qui est sous NACO, il doit quand même se poser des problèmes, des questions. Alors, c'est tout récent, c'est début décembre, une toute petite cohorte de 75 000 patients. Et c'est la compilation de toutes les études qui ont validé le dabigatran, le rivaroxaban, l'apixaban, le doxaban, sur la fibrillation auriculaire. Et c'est particulièrement intéressant ici, la fibrillation auriculaire, parce qu'il y a un suivi. C'est des traitements chroniques. Et là, il y a un peu plus de 2 ans de suivi sur ces 70 000 patients. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a ici une réduction. Stroke, ça veut dire AVC. Non, parce que c'est ceux de France Info, peut-être qu'ils ne comprennent pas stroke, cherchent des explications. Bon, il y a une réduction des accidents ischémiques, dont l'AVC, dans cette compilation de 75 000 patients. Il y a une réduction significative, on retrouve la même chose, des hémorragies cérébrales, et ça a été évoqué par Ludovic jusqu'avant, qui se paye d'une augmentation juste significative, vous voyez, on a 1,01, des hémorragies gastro-intestinales. Si on regarde les saignements majeurs, soyons honnêtes, on est significatif puisqu'on est à la limite, donc il y a un petit avantage en faveur des NACO si on prend l'ensemble des hémorragies majeures. Vous voyez qu'on est quand même bien loin de ce qu'on peut lire dans la presse. Mais, parenthèse, je vous incite à une seule chose, c'est aller les lire toutes. Il n'y en a pas 36, sur chaque molécule, il y a 3, 4 études, puisque pour chacune des indications, allez les lire, faites-vous votre idée, c'est le message qui me paraît le plus important. Pas d'interaction, donc globalement, pas de sous-groupe dans lequel on pourrait se poser des questions avec un risque particulier. La seule interaction ici sur les saignements, alors c'est un peu particulier, puisque c'est en fonction du temps que les patients sous AVK passaient vraiment sous AVK,
parce que je vous rappelle au passage que ces études nous ont permis de nous rendre compte que, à peu près la moitié du temps, les patients sous AVK n'étaient pas dans la fourchette thérapeutique qui était visée. Évidemment, quand ils ne sont pas sous AVK dans la fourchette et qu'on met un anticoagulant, ils saignent plus avec l'anticoagulant, c'est une surprise. Ça c'était sans détailler, hein, le même travail a été fait, ici c'est les patients pour une autre indication traumo-embolique avec des résultats qui sont sensiblement les mêmes. Et le deuxième point qui est important, c'est finalement le patient qui vient parce qu'il a saigné sous AVK. Est-ce qu'on change son pronostic en le traitant par un antidote, par un antivitamine K? Jusqu'à présent, il y avait assez peu de réponses, à tel point que, vous voyez, l'édito là-dessus, c'est de l'intuition, de l'évidence, ça paraît du bon sens, on va le neutraliser. Sauf qu'il a déjà saigné quand il arrive. Et est-ce qu'on va changer le pronostic de ces patients? Les recommandations sont claires, hein. Elles disent, classe 1, il faut le faire, avec un niveau de preuve quoi? Nul. C'est les experts qui disent qu'il faut le faire. Parce que, encore une fois, c'est du bon sens et c'est de l'intuition. Alors jusqu'à maintenant, je disais, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, des espèces d'études qui compilent un peu tout. Et récemment aussi, il y a un papier, une petite série, mais on n'a que ça à se mettre sous la dent, donc on va la prendre. Il y a 71 patients qui ont un hématome cérébral sous AVK, donc c'est le sujet qu'on connaît, hein. Ils ont 78 ans, ils ont l'INR proche de 3. Le NIH à l'arrivée à 9, ils ont un hématome qui a un volume de 35 plus ou moins 25 cm3, vous voyez que c'est quand même assez hétérogène. Première chose, le volume de l'hématome est corrélé à leur évaluation neurologique, ça c'est pas une surprise. Il est absolument pas corrélé à l'INR. Et on rejoint un peu les données tout à l'heure sur le traumatisme crânien bénin par exemple. Dans cette étude, voilà. Dans cette étude, 83% des patients ont été traités par antidote. Je vous détaillerai après ce qu'ils ont reçu comme traitement. C'était une étude en ouvert, hein, donc c'était laissé à l'appréciation du médecin. Et quand est-ce qu'ils ont traité? Eh bien, ils ont traité, quand plus l'INR est élevé, plus ils ont traité par antidote, plus l'hématome était volumineux, plus ils ont traité par antidote. Par contre, ils n'ont tenu aucun compte du score clinique pour décider du traitement par antidote. Le critère qui de très très loin emportait tout, puisque l'odd ratio était à 8, c'était l'INR. Le traitement de ces patients a entraîné quoi? A entraîné... je ne devrais pas le dire comme ça. Il n'a pas entraîné. En dépit du traitement, la mortalité à 3 mois était de 38%, la dépendance sévère de 20%. Et quand on regardait quels étaient les facteurs qui étaient associés au bon pronostic de ces patients, ou au mauvais pronostic de ces patients, d'aucune façon on avait le traitement par antidote. Et la conclusion des auteurs, elle était assez claire, hein, absence d'effet de la réversion de l'anticoagulation sur l'évolution des patients avec une hémorragie intracérébrale traitée par AVK. Alors, si on met tout ça ensemble et qu'on revient à la problématique des NACO, je vous rappelle que ça, c'était des AVK. Hein. On a discussion sur le risque hémorragique lié aux AVK, avec des molécules qui réduisent de moitié les hémorragies cérébrales, un reproche qui est de ne pas avoir d'antidote, antidote dont on ne sait pas s'il fait quelque chose aux patients qui saignent dans la tête. Donc vous voyez qu'on est un peu loin du message général sur le risque hémorragique lié aux NACO. Cependant, ces patients, si ils saignent et qu'on a à les prendre en charge, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs qui augmentent le risque de saignement. C'est l'insuffisance rénale, c'est l'âge et c'est le petit poids. Ce ne sont pas des choses très originales, et ce sont des facteurs qu'on retrouve d'une façon plus générale, d'ailleurs associés au risque hémorragique, chez tous les patients traités par anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires. En cas de soupçon de surdosage sans saignement. Alors là, je voudrais bien savoir, moi, le patient il vient en disant « Je soupçonne, je me demande si je ne suis pas un peu surdosé en Dabigatran ». Non, c'est quoi moi, j'ai pas très bien compris ce que c'était le patient qui soupçonnait le surdosage sans saignement. Bon. Enfin, en tout cas, ça tombe bien parce qu'il n'y a rien à faire. Je suis plus dubitatif sur ce type de recommandation. Si la première prise est récente, on peut administrer du charbon activé. J'ai des souvenirs d'avoir fait de la toxicologie il n'y a pas si longtemps que ça, mais le charbon activé, dans la première heure et au-delà, absolument aucune indication. Je ne sais pas qui a pondu ça, probablement parce que c'est rassurant de se dire qu'on va faire quelque chose, mais je ne vois pas l'intérêt d'administrer une dose de charbon activé pour un patient qui va venir 3 heures après la prise d'un médicament, dont on sait en plus qu'il faut forcément qu'il soit absorbé rapidement, sinon ça n'a aucun intérêt.
c'est les recommandations. Alors pour le reste, hein, je vous le dis parce que si vous aviez des doutes, quand même, s'ils saignent, c'est bien de les transfuser et de faire du remplissage vasculaire. Et tout ça relève d'un cadre spécialisé, ça tombe bien, hein, parce que généralement ceux qui se posent les questions, c'est ceux qui sont au bout de la chaîne, qui ont récupéré les patients, donc c'est ceux qui sont spécialisés dans les emmerdes. Alors, comment on peut faire pour s'en sortir? Eh bien, on peut d'abord s'en remettre aux recommandations sur les AVK, je vous l'ai dit. Premièrement, elles permettent d'évaluer la gravité des patients, et ça a été un mérite de ces recommandations, de stratifier, de définir, alors c'est discutable, mais au moins il y a une définition de ce qu'est une hémorragie grave et de ce qui n'est pas une hémorragie grave, donc c'est le premier point. Et puis ensuite, comme il va falloir les gérer ces patients, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, et j'ai repassé encore en revue ces derniers jours différentes recommandations qui avaient été proposées par différentes sociétés savantes dans différents pays pour différents anticoagulants et pour différents patients, et j'en suis volontiers revenu à ce qui est disponible en France, avec un avantage, c'est que c'est disponible sur Internet, pour la prise en charge d'un patient donc sous ces nouveaux anticoagulants, et dans le contexte soit de l'hémorragie, soit d'une chirurgie urgente, et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un problème chez ces patients. Donc vous trouverez, alors évidemment vous ne pouvez pas le lire, mais c'est un petit peu fait exprès, vous trouverez sur ce site-là, en 8-9 planches, toutes les stratégies de prise en charge de ces patients. J'ai pris un exemple ici. Ces stratégies sont influencées par la molécule, éventuellement, sont influencés par le fait que vous disposez ou pas dans votre établissement du dosage ou de l'évaluation spécifique de l'activité de tel ou tel anticoagulant. Et à partir de là, en fonction de ces résultats, il y a des propositions de stratégies thérapeutiques et de la façon de gérer les premières heures de la prise en charge de ces patients, en sachant évidemment que le plus souvent possible, le conseil, c'est pour la chirurgie de surseoir à la chirurgie tant qu'on peut surseoir à la chirurgie, et d'antagoniser, si on ne peut pas éviter la chirurgie, d'antagoniser en pré ou en opératoire, et puis en cas d'hémorragie, eh bien, de faire le maximum avec les gestes d'hémostase, et sinon d'utiliser les traitements qui sont les meilleurs traitements disponibles à l'heure actuelle. Alors pour ceux qui sont très angoissés et qui n'envisageront pas la prise en charge correcte de ces patients, voire la prescription de ces médicaments tant qu'il n'y aura pas d'antidote, il y a un certain nombre de projets qui sont en route, et je crois qu'on peut raisonnablement penser que dans un avenir pas très éloigné, on disposera d'un antidote. Mais une fois encore, il y a peu de raisons de penser que l'antidote qui ne change pas le pronostic des patients qui ont saigné dans leur tête sous AVK change radicalement le pronostic des patients qui ont saigné sous ces nouveaux anticoagulants. Mais psychologiquement, je suis sûr que ça fera beaucoup de bien à tout le monde. Et donc, comme le disait Albert, un problème sans solution est un problème mal posé. Et ben, on en a la belle illustration ici, parce que il n'y a pas de problème en fait.